Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal, au sommaire de ce jeudi 5 septembre. Après des semaines de suspense, Emmanuel Macron choisit Michel Barnier comme Premier ministre. Nos parlementaires polynésiens sont partagés. C'est un déni de démocratie pour certains, un bon choix pour d'autres. Nous aborderons le sujet avec notre invité, le sénateur Teva Rohfritsch. Plus de 2500 dossiers déposés. Depuis l'élargissement de ces critères d'éligibilité, l'aide à la continuité territoriale connaît un nombre record de demandes. Comment s'organisent les services de l'État pour faire face à cet afflux? Réponse dans quelques instants. Dans ce journal également, vous aurez le plaisir de retrouver Oriane Otefo. Votre rubrique Terra Sport fait sa rentrée ce soir. Au programme VAA, surf et handball. Après 51 jours d'attente, le président de la République a enfin nommé son nouveau Premier ministre. Michel Barnier remplace Gabriel Attal à Matignon, un choix qui ne fait pas l'unanimité parmi nos parlementaires polynésiens. Davidson Bennett, Esther Parau-Cordet. Il s'agira de répondre autant que nous le pourrons. À 73 ans, Michel Barnier fait son entrée à Matignon. Qualifié de vieux routier de la politique française et européenne, il est surtout le doyen des premiers ministres de la Ve République française. Sa carrière en politique démarre en 1973, d'abord en Savoie, puis au niveau national et européen. Il est élu député pour la première fois en 1978, à seulement 27 ans. Au fil de sa carrière, il occupe divers portefeuilles ministériels dans plusieurs gouvernements, d'Édouard Balladur, Alain Juppé, de Jean-Pierre Raffarin ou encore de François Fillon. Les élus du Fénois s'en rappellent. Je l'ai déjà vu en tant que ministre, parce qu'il a déjà été ministre, il me semble, entre 2007 et 2009. Ministre, il me semble, des énergies et de la pêche. C'est quelqu'un de la droite et j'estime que s'il se met avec Macron, ça ferait peut-être aussi une entente au niveau de tous les partis politiques. Mais en écoutant son discours de ce matin, j'ai rarement entendu un Premier ministre parler tout de suite des Outre-mer et surtout des élus locaux. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sera beaucoup à l'écoute, c'est ce qu'il a annoncé ce matin. Élu député européen en 2009 et négociateur en chef de l'épineux dossier du Brexit de 2016 à 2021, Michel Barnier est aussi connu pour être un homme de consensus. Et ce que nous retenons de la carrière, du parcours politique de M. Barnier, il est issu des Républicains, il a quand même occupé déjà des postes de ministre, il est aujourd'hui député européen, donc il connaît son pays, il connaît les difficultés de la France aujourd'hui et surtout on lui connaît aussi des qualités comme négociateur, donc c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir avoir une majorité sur les textes. Il faut pouvoir consulter, discuter avec les différents groupes parlementaires. En tous les cas, nous, c'est ce que nous attendons de lui. Alors ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Temaru, il a facilité l'obtention rapide des visas pour les ressortissants chinois. Mais cet homme de droite ne fait pas l'unanimité, surtout au nouveau Front populaire, pourtant arrivé en tête des législatives. Le président Macron n'est donc pas à l'abri d'une motion de censure de ses partis de gauche. On pouvait se rendre compte qu'il y avait un refus du président d'accepter le vote des Français. Il faut quand même spécifier que c'est finalement le Rassemblement national qui est devenu l'arbitre et qui a choisi le Premier ministre. Donc beaucoup d'incohérences et c'est eux qui vont faire l'arbitre finalement des différents axes de politique publique que va donner le Premier ministre. Ça me paraît quand même fort de café. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier promet rupture et changement. Il a affirmé au chef de l'État d'agir plus face aux difficultés nombreuses et profondes du pays et de respecter toutes les forces politiques. Cette actualité politique nationale, nous allons la développer avec notre invité, monsieur le sénateur Teva Rohfritsch. Yaorana. Alors ça y est, le nouveau Premier ministre a enfin été nommé, il est issu de la droite. Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il respecté la volonté des Français qui s'est dégagée des urnes durant les élections législatives? Alors d'abord, je crois qu'on s'accorde tous à dire enfin, parce que c'est vrai que ça fait 60 jours que les élections se sont passées, 51 depuis la démission de Gabriel Attal.
La tâche n'est pas facile. La tâche n'a pas été facile parce qu'au regard de ce qui était dit en métropole, les trois blocs continuent de s'affronter même en dehors de l'Assemblée nationale et c'est une équation qu'il était difficile de résoudre. C'est vrai que spontanément, on aurait pu penser que quelqu'un du nouveau Front populaire soit nommé. Il aurait été censuré tout de suite et peut-être le président de la République aurait-il pu reprendre l'initiative derrière. Il a cherché à trouver la personne idoine qui, nous l'espérons tous maintenant, parce que c'est dans l'intérêt de tous, au-delà de nos clivages politiques, que ce gouvernement tienne le maximum de temps possible. Il y a un budget à voter, on nous annonce une rigueur sur le budget 2025, donc nous serons vigilants sur ce sujet. Et il y a tout un tas de dossiers urgents de la Polynésie française qu'il me tarde de porter à Paris. Qui dit nouveau Premier ministre, dit nouveau gouvernement, nouveau ministre en charge des Outre-mer. Oui. Avez-vous été approché pour occuper ces fonctions? Non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, on ne m'a pas contacté, non. Mais c'est gentil de penser à moi. Teva Rohfritsch, vous êtes également commissaire aux finances au Sénat. Le vote du budget approche, vous l'avez abordé. Michel Barnier a une grande expérience en politique, mais pensez-vous qu'il sera attentif à l'écoute des besoins des Outre-mer et plus particulièrement de ceux de la Polynésie? Alors, pour ma part, je l'ai déjà rencontré il y a quelques années lorsqu'il était commissaire européen, et notamment sur les questions des PTOM, des pays donc associés à l'Europe. Et c'est quelqu'un d'une grande écoute, quelqu'un de très calme aussi, et que j'ai trouvé particulièrement compétent et avec une bonne connaissance de nos territoires du Pacifique. Donc, j'ai envie de vous dire, ces cases-là, elles sont cochées pour moi, en tout cas aujourd'hui. La plus grande difficulté pour lui, ça va être de trouver un gouvernement, vous l'avez évoqué, qui puisse tenir avec ces trois blocs qui s'affrontent à l'Assemblée nationale. Et puis j'espère qu'on pourra surtout se mettre au travail rapidement, parce qu'il y a beaucoup de dossiers urgents qui nous attendent. Et cette rigueur budgétaire, je ne veux pas qu'elle se fasse au détriment de nos Outre-mer, et en tout cas pas du Pacifique en particulier. Et en parlant du coup de ces dossiers urgents, en dehors du budget, vous souhaitez appeler la solidarité nationale, notamment sur les questions de la cherté de la vie, du logement ou encore du pouvoir d'achat. Et quelle est votre marge de manœuvre sur ces questions depuis le Sénat? Alors, dans le débat budgétaire, effectivement, mais avant cela, je pense d'ailleurs aussi demander un rendez-vous à Moetai Broderson et à Warren Dexter, notre ministre de l'économie et des finances, parce que même si on n'est pas d'accord sur l'indépendance de la Polynésie, il faut quand même qu'on s'accorde sur les dossiers urgents. Et je souhaite rencontrer bien sûr le Premier ministre et puis les ministres qu'il va nommer. Et puis nous aurons le débat au Parlement parce qu'il y a des priorités, des urgences pour la Polynésie française. Il nous appartient de les porter. Il y a les sujets que vous avez évoqués. Il y a aussi ceux de la protection sociale généralisée, celui de la réforme du CGCT qui est attendu par nos maires. Donc nous avons beaucoup de choses à évoquer avec le nouveau gouvernement. Mais la priorité, encore une fois, ça va être ce PLF, ce budget 2025, où il est important que la solidarité nationale s'exprime aussi pour baisser le coût de la vie en Polynésie, quand bien même nous sommes autonomes. Votre actualité parlementaire, c'est aussi la commission d'enquête dont vous êtes membre sur les influences étrangères. Votre rapport est public depuis quelques jours. Hier, le ministère des Affaires étrangères a indiqué, je cite, que les ressortissants français résidents ou de passage s'exposent à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui, on le sait, entretient des liens étroits avec le Davini Wir Atira. Que pensez-vous de ce positionnement de la France ? Je pense qu'effectivement, il est temps que la France prenne davantage position sur ces influences étrangères qui sont patentes aujourd'hui dans le pays. On parle de l'Azerbaïdjan et on le voit dans tous les Outre-mer d'ailleurs. Ils œuvrent dans les Antilles, en Calédonie, ici en Polynésie française, très certainement en Guyane et à La Réunion. C'est une attaque peu masquée d'ailleurs contre la France. Donc le rapport que nous avons rendu avec le président Delège, mon collègue sénateur, le président Delège, Dominique Delège, et Rachid Temal qui en est le rapporteur, fait 47 recommandations très larges donc qui vont jusqu'à la sensibilisation de nos populations, la mise en garde aussi sur les informations qui sont diffusées sur les médias, pourquoi pas la mise en place d'un pass média pour les jeunes d'ailleurs pour apprendre à mieux comprendre l'actualité et la manière dont elle est traitée, en faire une rubrique également de la journée citoyenne pour nos jeunes qui à un moment consacrent un petit temps à la nation. Enfin voilà, ces 47 recommandations, notamment vis-à-vis de l'Azerbaïdjan pour la Polynésie, mais pas uniquement, parce que d'autres puissances essayent aussi d'influencer et d'influer sur notre vie, à mon avis, seront utiles au nouveau gouvernement, je l'espère en tout cas, pour que des mesures concrètes soient prises. Mais j'attire vraiment la prudence des Polynésiens sur ces puissances étrangères qui ne veulent pas notre bien, qui veulent simplement régler leurs comptes en nous utilisant dans ce grand jeu de puissants. Teva Rohfritsch, un mot rapidement sur votre actualité locale. Que devient votre parti Yaoura Tenun'a ?
Merci pour cette question. Alors, on continue de s'installer. J'installe les comités dans nos communes. Les vacances sont passées, les uns et les autres sont revenus, les familles ont repris le chemin de l'école. Et donc là, justement, je tiens un conseil politique la semaine prochaine. Nous nous sommes vus la semaine dernière. Voilà, nous nous installons dans toutes les communes, partout où on peut, pour proposer aux Polynésiens une autre vision de la politique. En tout cas, j'appelle vraiment tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à me contacter sur les réseaux sociaux ou autres, et puis à contacter nos représentants dans chaque commune. Mais merci, Yaora Tenuna continue, et je suis fier de pouvoir porter cette flamme avec tous ceux qui m'accompagnent, que je remercie aussi. Merci beaucoup, Teva Roprich, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et à bientôt. Et on poursuit sur les aides de l'État avec la continuité territoriale. L'élargissement de son seuil d'éligibilité avait été annoncé en début d'année par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Avec ces nouveaux critères, 75% des familles polynésiennes peuvent potentiellement en bénéficier. Les détails dans ce reportage de Nicolas Pérez. Depuis l'élargissement des critères d'éligibilité en début d'année, l'aide à la continuité territoriale connaît une affluence record des demandes. En 2024, sur les 8 premiers mois de l'année, nous avons fait autant de bans qu'en 2023. Donc nous avons émis 1800 bans en 2024 sur les 8 premiers mois de l'année. Ce qui est important parce que nous aidons à la fois les familles, mais également les personnes célibataires ou les couples à partir en métropole à moindre coût. 1800 dossiers traités, auxquels il faut rajouter plus de 700 passeports mobilité, principalement proposés aux chefs d'entreprise et leurs salariés, mais aussi et surtout aux étudiants. Une affluence absorbée quotidiennement par une dizaine d'agents et un système de contrôle largement éprouvé qui permet de traiter les demandes en une vingtaine de jours. Le Haut-Commissariat peut aussi répondre dans un délai extrêmement court dans des cas extrêmes. Nous avons mis une procédure particulière pour le public qui sont en situation de Vasan. On sait que ce n'est pas facile avec les situations médicales d'urgence. Donc toute l'équipe a été sensibilisée sur ce sujet et nous avons mis une procédure d'urgence pour traiter ces dossiers en priorité parce que les départs sont assez proches. Et pour financer cette aide au transport hors de nos frontières, l'État n'hésite pas à mettre la main à la poche. On a triplé en 2 ans l'argent qu'on mettait pour cette action. Aujourd'hui, c'est plus de 400 millions de francs annuels qui sont dédiés à assurer cette continuité territoriale. C'est plus de 7000 personnes qui ont déjà été accueillies depuis le début de l'année, ce qui est en hausse de plus de 50% par rapport à l'année dernière. Et donc on voit effectivement les effets à la fois de l'augmentation du forfait, puisqu'il est passé de 76 000 à plus de 111 000 francs, et du plafond, puisqu'au début de l'année, on a effectivement relevé le plafond de 1,6 million à 2,1 millions de francs. Cette aide qui permet aux Polynésiens de voyager à moindre frais jusqu'en métropole peut être renouvelée tous les 3 ans. Frédéric Doc est le nouveau président du Fonds paritaire de gestion dont il est administrateur depuis des années. Il salue l'initiative de Luc Tapeta et Yves Logrust pour leur contribution à la création et au développement de cette caisse. Entièrement financée par les entreprises, cet organisme paritaire redistribue près de 900 millions de francs chaque année pour la formation de milliers de salariés. Nous écoutons Frédéric Doc au micro d'Esther Cuneo. Alors la feuille de route, c'était déjà au départ de toucher le maximum de salariés et d'entreprises. Donc par conséquent, aujourd'hui, le bilan est extrêmement positif puisque nous avons formé plus de 59 000 salariés qui sont représentés par 5 000 entreprises environ. Et la suite, évidemment, ça va être de s'adapter en particulier aux mutations politiques, économiques, sociales qui nous attendent. Et donc tout ça, ça passe par quoi ? Ça passe par une modernisation de l'entreprise, et il n'y a pas de modernisation de l'entreprise s'il n'y a pas formation des salariés. Il faut une bonne gestion. On a constitué entre-temps quelques réserves aussi qui permettent d'aborder les crises éventuelles, les coups durs. Je pense bien sûr à toutes les opérations de formation ou de réinsertion éventuelles ou de reconversion qui seraient nécessaires suite à des difficultés économiques des entreprises. Donc oui, on a constitué des réserves. Elles vont être utilisées pour ça, pour préparer l'entreprise de demain et ses salariés à d'éventuelles mutations et changements. 5 piliers, 24 orientations et 150 pistes d'action. Le plan climat 2030 a été adopté ce matin au CESEC. Les services du pays, de l'État, les communes, les entreprises et les associations porteront ces actions avec pour trajectoire une baisse de l'empreinte carbone du Fénois à 8,5 tonnes de CO2 par habitant par an. C'est encore loin de l'objectif visé des 5 tonnes, mais il faut bien commencer quelque part selon les porteurs du texte. On écoute Marotea Vitrac, rapporteur du texte, et Pierre Bozac, directeur de la direction polynésienne de l'énergie. Il est interrogé par Esther Cuneo.
Bien sûr qu'on va avoir du mal à y arriver, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'entreprendre. Ce qui compte, c'est de faire. Parce qu'il est quasiment déjà trop tard. Tout le monde s'accorde à le dire. Aujourd'hui, c'est pas un scoop. Pas besoin d'être scientifique pour dire qu'on est déjà dans le mur. Donc 150 actions, ça peut paraître beaucoup, mais si on arrive déjà à en faire 10 concrètement, il faut y aller. L'objectif initial, c'était d'atteindre 5,5 tonnes d'émissions de CO2 par habitant, donc la moitié. Là, dans les actions qui ont été retenues, on arrive à 8,5. Donc on n'est pas tout à fait à l'objectif. 8,5, ça reste quand même quelque chose de très sérieux et il va falloir y aller de manière très volontaire au niveau de tous les secteurs d'activité. On continue de parler de la protection de l'environnement avec les Tortues de Cœur. Cette opération caritative organisée par le syndicat mixte Fenouama consiste à faire un don de 2 francs pour chaque kilo de déchets recyclables déposés dans les bacs verts. Aujourd'hui, plus de 12 millions de francs ont été reversés à 54 associations de Tahiti et Moorea. Les précisions de Désiré Teivao et Heimanu Manutei. Depuis 2007, l'opération Les Tortues de Cœur permet aux associations lauréates de financer une partie de leurs activités. C'est le cas par exemple de l'association Mama Natura, impliquée dans des actions de dépollution dans les lagons et les vallées. Pour cette édition, elle reçoit 2 chèques de 200 000 et de 250 000 francs. Ça va nous permettre en fait d'équiper notre véhicule qu'on a eu grâce à un don. Également de racheter du matériel de ramassage, des gants, des pinces. Et on pense également acheter un chapiteau afin de pouvoir faire un vrai stand avec de l'ombre pour nos bénévoles. Et on fait également des actions de sensibilisation dans les écoles auprès des élèves et des enfants car c'est eux la future génération. Un peu plus de 12 230 000 francs, c'est la somme qui a été redistribuée aux associations. Une somme en deçà de la précédente édition des Tortues de Cœur, due à un relâchement dans le tri des déchets. On constate une petite baisse des professionnels et aussi des communes. Et sur l'année 2023, il y a une baisse conjuguée des deux à la fois. Donc on est sur une performance légèrement en baisse. La bonne nouvelle, c'est que sur le premier semestre 2024, il y a un rebond plutôt favorable où le tri fonctionne de nouveau un peu mieux que précédemment. L'année 2025 s'annonce donc plus prometteuse pour les Tortues de Cœur et pour le tri des déchets au Fénouan. Place au sport maintenant. Après une longue période de rééducation, Yves Tehau est de retour sur le devant de la scène internationale. L'athlète de 32 ans participera ce week-end à l'une des plus anciennes compétitions de CrossFit des États-Unis à Sacramento. Désiré Teivao l'a rencontré avant son départ. Regardez. Une blessure à l'épaule l'a tenu éloigné des compétitions pendant 2 ans. Mais hors de question pour Itehau de rester là. Débarrassé de ses problèmes physiques, il s'attaque au début d'année aux qualifications de la Northern California Classic qu'il passe haut la main. En mars, au Polynesian Battle Games, il prend la 2e place dans la catégorie reine des RX. Ça m'a pris du temps, il faut être patient. Après, tu as des doutes, soit tu arrêtes ou soit tu continues, tu persévères, quoi. Du coup, voilà, ça a payé, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de compétition encore en individuel, quoi. Ça fait longtemps, quoi. Pour se préparer, le Mouteuil de Haroué ne laisse rien au hasard. Avant de lancer ses entraînements, il s'équipe de son cardio-fréquence-mètre. Objectif, rester dans la bonne zone d'intensité. Donc du coup, average, c'est la zone où je suis resté le plus. On peut voir là, c'est 131, donc du coup 70% c'est la zone qu'on voulait viser. Bon après j'ai vu, je suis monté à 153 à peu près, donc c'est pour ça que j'ai ralenti un peu, quoi. Ça aide à ça aussi d'avoir des données, quoi. C'est une sensation des fois, on a envie de pousser seulement, quoi. Yves enchaîne ensuite avec un 2e entraînement. Et avant de s'envoler pour Sacramento, son coach basé aux États-Unis lui a préparé une séance surprise. C'est des choses classiques mais qui reviennent un peu souvent en fait en compétition. Du coup là on aura du sled push avec du sled pull. Du coup c'est un tirage, tu dois tirer une charge avec une corde, quoi. Avec des heavy double under et du handstand walk sur longue distance en unbroken, quoi. C'est des choses que je travaille, j'ai beaucoup travaillé, du coup ça va, quoi. Yves vient à bout de ce WOD au mouvement imposé en un peu plus de 20 minutes. Un test parfait avant de se frotter au meilleur de la discipline. Franchement, je me sens bien. J'ai pas de blessure, j'ai pas de pépins physiques. Je me suis entraîné, voilà, je me suis donné à fond, quoi, pour cette compète et pour cette prépa. Du coup, maintenant, on attend juste le jour J et les 3 jours de compète, quoi. Yves Tehau fera son entrée dans la compétition ce vendredi en Californie. Et on continue de prendre des nouvelles de nos sportifs à l'international. Place à Terra Sport.
Et notre spécialiste m'a rejoint en plateau, Yaorana Oriano. Yorana Ima. Alors on commence avec du VAA. Plusieurs rameurs vont participer à la Catalina Challenge Crossing en Californie. Certains équipages sont déjà sur place, mais d'autres prennent l'avion ce soir. Et oui, la Catalina Channel Crossing, une course de V6 en haute mer où Shelva s'était imposée l'an dernier. Les athlètes doivent effectuer 48 km à la fosse des Bras et relier l'île de Catalina à Newport Beach. Pour cette édition, 38 équipes sont engagées, parmi elles plusieurs équipages de Bora Bora, Huahine et Tahiti. C'est la première fois que le team Huahine participe à la Catalina. Ils sont arrivés en Californie en début de semaine pour peaufiner les derniers réglages. Kevin Serran-Jérusalemi nous fait le point avant le coup d'envoi. Écoutez. L'équipe de Huahine est composée 80% des rameurs originaires de Huahine. Un rameur vient de Brésil qui est notre monteur Robert Almeida. Ensuite, on a été renforcé par un rameur en forme du moment aussi, Darren Arbulo de Pirema. Et hier, ça a été notre premier jour d'entraînement ici. On a essayé la pirogue. La pirogue, on n'a pas du tout l'habitude de ramer. C'est une pirogue très légère, tout en carbone à 50 kg. Bon, ça va, on a eu de bonnes sensations avec. Et les boys sont prêts, excités et hâte pour dimanche. On se sent bien, on est prêt à faire un bon résultat. Déjà un top 5, ça serait bon pour nous. Et si on peut aller chercher un podium, on sera content. On ne sous-estime pas les autres équipes, même les équipes étrangères. Tout le monde sont prêts. J'ai entendu dire que certaines équipes étrangères ont été renforcées par des rameurs de Tahiti. Donc il y aurait du beau combat sur l'eau. Et on reste en Californie, cette fois sur la vague artificielle du Kelly Slater Ranch. Une vidéo de Raymana Van Bastoler, une de nos pépites du surf local, a fait le tour de la toile, Oriano. Et oui, grand ami de Kelly Slater, Raymana a pour habitude de donner quelques conseils aux débutants pendant leur session sur sa planche de surf. Et dans cette séquence que vous voyez, Raymana rattrape un jeune garçon qui commençait à chuter et le replace sur sa planche. La vidéo est devenue virale et fait plus d'1 million de vues. Elle a même été reliée dans les journaux télévisés internationaux comme ceux de la ABC. Ça fait toujours plaisir de voir nos Tahitiens mis en devant de la scène de cette manière, l'international. Et direction l'Hexagone maintenant, Vanira Vansu, notre espoir féminin de handball, débute le championnat en N ce week-end. Et oui, Vanira va entamer sa 2e année au sein des Neptunes qui s'appelle aujourd'hui, le club NHF Nantes Handball Féminin. À 17 ans, elle est en première STMG au lycée Nelson Mandela. Elle reste en internat pendant la semaine et le week-end, elle rejoint sa famille d'accueil. À côté de cela, elle a intégré également le pôle espoir du Pays de la Loire. Elle évolue en National 1 avec la NHF et pendant les vacances, elle a suivi un stage avec l'équipe de D2, la division supérieure. Elle nous raconte comment elle a vécu cette expérience et comment elle concilie le sport et les études. On l'écoute. En fait, ça dépend de notre emploi du temps. Il y a des moments où ça nous arrive à avoir des entraînements muscu pendant les cours, si on a des petites pauses et tout. Mais nos entraînements avec le pôle, c'est du lundi au jeudi soir. Et le vendredi soir, je suis en club. Et le week-end, j'ai un match avec le club. C'était pas prévu que je m'entraîne avec la D2 cette année. Mais mon coach m'avait appelé le week-end dernier, je crois, la division 2. J'ai accepté pour avoir un peu plus d'expérience et tout, pour augmenter un peu mon niveau et voir un peu le mode professionnel, on va dire. Mon rêve, c'est déjà d'être en centre de formation l'année prochaine. Et sinon, pour être vraiment professionnel, c'est vraiment d'être en D1 et au-dessus, être en équipe de France. U18 ou même équipe de France élite, la plus grande au niveau. Et on lui souhaite le meilleur pour son premier match de la saison et ce sera ce dimanche contre Mérignac. Merci beaucoup pour ces nouvelles de nos Aïto. On se retrouve la semaine prochaine, Oriane. À la semaine prochaine, Emma. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, voyez vos émissions Moana et Toua. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. On se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.